Si tu crois que je suis venu en ennemi, il vaut mieux que je m'en aille. Ce n'est pas ma faute, si, de te voir ici. Ce n'est pas bien ici? Elle devait habiter, elle, une maison dans le genre de celle de leur père. C'était une villa neuve, moderne, à flanc de coteau. L'entrepreneur l'avait photographiée sous toutes ses faces pour la reproduire en couleur, dans ses catalogues, tant elle correspondait à l'idée que les gens se font du bonheur. Tout était clair. La lumière pénétrait par de larges baies et les fenêtres s'ouvraient à l'aide de manivelles bien huilées, en métal blanc aussi fin que de l'argent. Des massifs de fleurs flanquaient le perron, et on servait café et liqueur sous une véranda. Ceux qui passaient sur la route jetaient un coup d'œil par-dessus la barrière. Ils apercevaient le garage pour 3 autos, le chauffeur toujours occupé à astiquer ses voitures, les pelouses, un jet d'eau tournant, le jardinier penché sur ses plates-bandes. Et là-bas, sous le vaste toit rouge en capuchon, la véranda ombragée, des personnages vêtus de clair, dans des fauteuils de rotin, sirotant de bonnes choses. Un grincement, dehors. Billy tendit l'oreille, et Jean la rassura. Ce n'est rien. Le pont-levis qu'on fait fonctionner. Sans doute un canot automobile, car les péniches ne circulent pas le dimanche. Réponds-moi franchement, Jean. C'est pour papa que tu es revenu par ici? Tu l'as vu? Non. Elle ne le croyait pas encore. Elle se méfiait. Et tu ne sais pas qu'il a épousé une gamine qui a 2 ans de moins que moi? Une petite qui était vendeuse dans une pâtisserie? Ça devait arriver un jour ou l'autre. Qu'est-ce que tu comptes faire? Et toi? Comment, moi? Je te jure, Jean, que je ne te comprends pas. Tu dis des mots qui n'ont pas de sens. Tu n'es pas à la conversation. Tu attends quelqu'un? Non, j'attends qu'il soit 11h30 pour mettre les pommes de terre au feu. Tu as souffert tant que ça? Quand? Quand j'ai trouvé papa avec Lucette? Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Une image qui me revient, qui m'est revenue souvent. Je crois que ça a décidé bien des choses. Maman venait de tomber malade. Tu avais à peine 9 ans. Justement, il y avait une salle de bain à côté de sa chambre, puis une penderie où on rangeait tous les vêtements de la famille. Le docteur n'était pas parti depuis 5 minutes. Maman, qui l'avait fait souffrir, s'assoupissait. J'ai voulu entrer dans la penderie et j'ai surpris papa avec Lucette. Veux-tu que je te dise comment ils étaient mis? Tais-toi. Alors, dis-moi pourquoi t'es venu. Eh bien, nous ne voyons plus papa. Il y a eu une scène, quelques jours après son mariage. Quand j'ai appris que t'étais ici, j'ai pensé que t'irais à Montluçon. Pourquoi? Ne joue pas les imbéciles, Jean. Papa, lui aussi, doit s'attendre à ta visite. Tu ne me feras pas croire. Comme il mettait les pommes de terre au feu, après avoir rechargé le poêle, elle se leva brusquement, en proie à une nervosité extrême. Reste donc tranquille. Cesse cette comédie. Quelle comédie? Tu veux me faire croire que tu comptes réellement rester dans cette maison? En quelle qualité y es-tu? Comme valet. Comme valet, c'est ça. Tu veux voir mes poules? Dans quelques jours, 60 poussins naîtront dans la couveuse. Et tu ne comptes pas voir notre père, n'est-ce pas? Tu n'iras pas lui réclamer ta part de l'héritage de maman? Je n'y avais pas pensé. Ne joue pas au plus fin, Jean. Tu sais qu'avec moi, ça ne prend pas. Je te connais, va. Tu crois? Elle frappa du pied avec impatience. Qu'est-ce que tu fais dans cette armoire? Je prends de l'eau de vie et des verres,
J'ai soif. Préfères-tu un peu de cassis? Je te parle sérieusement. Si tu tiens à faire à ta guise, ça te regarde. Tu m'en diras des nouvelles quand tu auras vu papa. T'es allé le trouver? Je lui ai écrit. Pour lui réclamer ta part de l'héritage de maman? C'est notre droit. Philippe a engagé de gros frais pour sa clinique. Tu sais comment papa a réagi? Non. Il m'a répondu par téléphone. Je savais que ça finirait par l'intéresser. Il m'a déclaré que, tant qu'il vivrait, il ne nous donnerait pas un sou. Il prétend qu'il a épousé maman sans argent, et que, tout ce qu'il possède, c'est lui qui l'a gagné. C'est exact. Comment oses-tu dire? Ma foi, maman a toujours été souffrante. Elle n'aurait pas pu. Ce n'est pas une raison pour nous frustrer de notre héritage. Alors, j'ai pensé que, puisque tu irais le voir... Non. Quoi, non? Je dis que je n'irai pas. Tu comptes peut-être finir tes jours dans cette maison? Peut-être, oui. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Elle avait envie de pleurer. C'était nerveux, comme toujours. La moindre contrariété la mettait dans cet état. Je dirai à Philippe, qu'est-ce que tu lui diras? Tu nous hais, n'est-ce pas? Pourquoi l'article 12 lui revint-il comme un refrain de chanson? Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Je commence à comprendre que tu n'es revenu dans le pays que pour nous faire enrager. Tu ne te caches même pas. Tu dis ton nom à tout le monde. Les gens avaient un peu oublié. Ils vont recommencer à parler. Avoue que c'est ainsi que tu comptes t'y prendre pour que papa te donne ton argent. Tu le fais exprès de t'habiller comme un vagabond et de vivre avec je ne sais quels gens. Avec Tati. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je vis avec Tati. C'est ma maîtresse. Il y a aussi le vieux cochon, comme elle l'appelle. C'est son beau-père. De temps en temps, elle couche avec lui, comme on donne un bonbon à un enfant, pour qu'il soit sage. C'est le seul moyen de conserver la maison. Jean! Quoi? Ça me fait mal. Tu ne comprends donc pas? Tu le fais exprès, je le sais. J'étais venu pour t'aider. Philippe t'aurait trouvé une situation. Pas trop près d'ici. Je t'en supplie. Ne plaisante pas sans cesse. Veux-tu que je me mette à genoux? Je sens que tu vas encore faire des bêtises. T'es mal parti. J'ai toujours été mal parti. Tais-toi. Écoute-moi. Pense que, si maman était ici, elle te dirait la même chose. Elle me demanderait si je ne suis pas trop malheureux. Et moi, est-ce que ce n'est pas ce que je te demande depuis 1 heure? Est-ce que je ne suis pas venu pour essayer de te tirer d'ici? T'es jeune. Tu as... J'ai des années de rabiot. À l'heure qu'il est, je devrais être mort, la tête séparée du tronc. Tu n'as donc aucune pitié, aucun sentiment? Je suis fatigué. Il chercha autour de lui quelque chose à faire, et, saisissant un bout de bois, il se mit à le tailler, avec des gestes lents et minutieux de paysan. « Il faut que je m'en aille ?» questionna sa sœur, qui ne savait plus où se mettre. Il la regarda, comme s'il ne la voyait pas, et se passa la main sur le front. « Ce que t'es embêtante !» soupira-t-il. Au même instant, il tendit l'oreille, fit quelques pas vers la porte, son bout de bois et son couteau à la main. « Qu'est-ce que c'est ?» questionna-t-il. Félicie accourait, en tablier bleu, les cheveux défaits, de l'effroi dans les yeux. « Venez vite! Tante! Tante !» Il se tourna vers Billy, debout dans la pénombre de la cuisine. Il voulait lui dire au revoir,
mais il n'en prit pas le temps. « Eh bien, qu'est-il arrivé ?»« Elle est blessée, venez !» Le soleil s'était tout d'un coup emparé de lui. Un autre monde les happait. Lui et Félicie qui couraient devant, trop émus pour pouvoir pleurer. Les pêcheurs, au bord du canal, ne savaient rien. Des bulles montaient à la surface de l'eau. Le toit rose, là-bas, une porte sombre dans un mur blanc. Elle n'arrête pas de saigner. J'ai peur. C'est mon père. L'éclusier, à jambes de bois, fumait sa pipe, assis sur son seuil, et un de ses gosses marchait à quatre pattes devant lui. On aurait pu prévoir qu'un jour cela tournerait mal, mais pas comme ça, pas un dimanche matin, par un beau soleil. Tati, avec sa bonne robe noire, s'en revenait le long du canal, un peu essoufflée, comme elle l'était toujours quand elle marchait. D'une main, elle tenait son livre de messe, de l'autre, son parapluie. Celui-ci lui servait d'ombrelle dans les parties non ombragées de la route. Mais ici, l'ombre était presque fraîche, sous les marronniers qui bordaient le canal des deux côtés. Parfois, des vélos la dépassaient. Des garçons et des filles pédalaient en riant. Tati parlait toute seule. C'était son habitude. Et voilà qu'en arrivant à l'écluse, elle s'arrêtait, l'œil soudain plus dur. À 100 mètres d'elle, elle apercevait le pont-levis, et, sur ce pont, deux vaches, les siennes, qui barraient le passage et qu'un gamin essayait de repousser. Pour les autres, cela ne signifiait rien. Ce n'était qu'une tache dans le paysage. Tati, elle, avait compris. Et, au lieu de continuer son chemin, elle franchit l'écluse, marcha droit vers la petite maison de la briqueterie. Félicie, qui était revenue à vélo de la messe, s'était déjà déshabillée et jouait avec son bébé près du seuil. Elle se souleva sur les mains pour voir passer sa tante. Celle-ci, sans une hésitation, sans marquer un temps d'arrêt, pénétrait dans la cuisine, et devant elle, comme elle s'y attendait, elle trouvait le vieux Coudert attablé devant une chopine de vin. Il avait son chapeau sur la tête. La table était recouverte d'une toile cirée à petits carreaux. Installée près du feu, les jambes un peu écartées, Françoise épluchait des pommes de terre qu'elle laissait tomber une à une dans un seau. C'était calme comme un lac, comme une mare. Mais Tati troubla ce calme, traversa la cuisine, saisit le vieux par l'épaule, lui relevant la manche de son veston. Elle savait qu'il n'entendait pas, mais elle n'en parlait pas moins. « Sors d'ici, toi ! Je m'en doutais, qu'on profitait de ce que j'ai le dos tourné pour faire des manigances. » Alors Françoise, qui avait toujours été la placidité et la bêtise même, fit tomber les épluchures de son tablier, se leva et alla se camper au milieu de la pièce. Sa jupe trop courte découvrait ses bas de laine noire. « C'est toi qui vas sortir d'ici, ma fille !» prononça-t-elle en jetant un coup d'œil inquiet à travers le rideau. Puis, tournée vers la porte. « Félicie, appelle ton père !» Il était derrière la maison, à bêcher un coin de terre qu'on voyait toujours, l'hiver, couvert de poireaux jaunis. On l'entendit qui s'approchait, avec ses sabots. Il les secoua sur le seuil. « Qu'est-ce que c'est ?» questionna Tati. « Qu'est-ce que ça signifie ?»« Ça signifie, ma vieille, que le père restera chez nous si ça lui plaît, et que c'est toi qui vas sortir. T'as compris ? Laisse-la passer, Eugène. »« Ah, tu voulais garder le vieux. Ah, c'est à ça qu'ont abouti vos conciliabules avec Amélie.
C'est peut-être l'homme de loi qui vous a conseillé d'agir ainsi. On verra bien si coup d'air. » Et elle saisit le bras du vieux. Elle tira dessus. Françoise intervint. « Je te dis qu'il restera chez nous. »« Et moi je te dis, Chipi, tu veux me lâcher, oui ? » ?»« Je te lâcherai quand tu seras dehors, guenon. »« Ah, tu... » D'un geste inattendu, Tati saisit le chignon de sa belle-sœur et les cheveux se répandirent. « Ah, tu veux garder le vieux ? Ah, tu... »« Maman !» cria Félicie qui était venue jeter un coup d'œil à la porte. « Maman !»« Ah, tu... » Et Tati tirait de toutes ses forces. Françoise heurta une chaise de son genou et poussa un cri. « Eugène ! Eh bien, qu'est-ce que tu... » Félicie pleurait. Le vieux se collait contre le mur. Eugène, les sourcils froncés, hésitait encore à agir. Quand il se décida, ce fut pour saisir la bouteille qui se trouvait sur la table. « Lâche ma femme !» cria-t-il. « Lâche ma femme, ou bien je... » Alors, soudain, la bouteille éclata sur la tête de Tati, et tout le monde s'immobilisa. Les gestes restèrent un bon moment en suspens. Puis Eugène baissa les yeux sur le goulot de bouteille qu'il avait encore à la main, et parut stupéfait. Tati elle-même était restée un instant comme stupide. Quand elle passa la main sur son crâne, elle la retira rouge de sang, et elle sentit ses jambes mollir sous elle. Elle n'avait pas mal, mais le sang coulait. Il traversait son front, atteignait les paupières, le nez, zigzaguait au coin des lèvres, avant d'atteindre le menton. « Assieds-toi » parvint à prononcer Françoise. « Attends. Félicie ! Félicie ! Cours chercher quelqu'un. Je ne sais pas, moi. Toi, tu peux te vanter. Eh bien, tu vas rester planté là comme un idiot que tu es ? Il faudrait peut-être lui couper les cheveux. Tati ! Tati !» Tati s'était évanouie. Elle oscillait. On la rattrapa juste au moment où elle allait tomber par terre, et on l'étendit de tout son long sur les pavés. « Félicie, où es-tu » Félicie, oubliant son bébé dans l'herbe, courait le long du canal. « Passe-moi le vinaigre, imbécile !»« Mais non, ça c'est l'huile. Pourvu que... Tu ne vas pas tourner de l'œil au moins !» Justement, Eugène se sentait mollir. Il fut obligé de s'asseoir sur une chaise, et il resta là, abîmé dans ses pensées, sans oser regarder sa belle-sœur. Lorsque Jean entra, la cuisine sentait le vinaigre. Il y avait une mare de sang par terre, et le sang giclait toujours à travers les cheveux grisonnants de Tati. Celle-ci entr'ouvrait les yeux, poussait un long soupir, appelait, comme si elle savait qu'il était là. « Jean, ne les laisse pas me couper les cheveux !» On la reconnaissait à peine. Elle paraissait plus grosse, et un moment, il pensa que sa tête avait gonflé. C'était le rouge du sang qui la déformait de la sorte. « De l'eau !» réclama-t-il. On lui obéit. Félicie alla chercher des serviettes dans la chambre voisine. Si les gendarmes avaient paru à ce moment-là, Eugène se serait contenté de soupirer. « Je me rends. » Françoise se mettait seulement à pleurer. Félicie avait envie de vomir. L'éclusier, intrigué, contemplait la maison de loin, hésitant à se mettre en marche avec son pilon. « Je ne vois pas où c'est, » murmurait Jean. Et Tati. « Attention, tu me fais mal. Tu ne sens pas que tu m'arraches la peau ?» Les cheveux collaient ensemble. Il essayait d'apercevoir la blessure et il n'y arrivait pas. « Il faut les couper » répétait Françoise, qui ne savait peut-être pas ce qu'elle disait. Tati ne devait pas être si mal que ça, puisqu'elle répliquait de sa voix la plus hargneuse. « Je te les couperai à toi. Attends seulement. »
et Jean annonçait. « Ce n'est rien, une entaille de 2 centimètres. Ça saigne beaucoup, mais je ne crois pas que ça soit profond. »« Aide-moi à me lever, Jean. »« Tu n'es pas pressé, » intervenait Françoise. « Prends le temps de te remettre. On va te donner une petite goutte. Va chercher la goutte, Félicie. Plus souvent que je boirai quelque chose chez toi. » Ce n'était déjà plus tragique. Eugène reprenait courage, et, comme sa fille posait une bouteille sur la table, il se servait un grand verre. Tati voulait absolument se lever. « Soutiens-moi, Jean. » dit Françoise. « C'est ta faute aussi. Si tu ne m'avais pas tiré par les cheveux, comme une... » Elle hésitait à employer des grands mots vis-à-vis d'une femme qui venait de s'évanouir. « Une quoi ? » ?»« Rien, ça va. Eugène ne l'a pas fait exprès. Quant au père, c'est son droit de... »« Tiens-moi, Jean. Il me semble que je vais tomber. Ça me donne des coups dans la tête. »« Venez. » Sans coup d'air. Elle hésitait encore, se retournait vers lui. Cependant, elle se sentait vraiment malade. Elle avait peur de s'évanouir à nouveau. « Je m'en vais, mais il ne perd de rien pour attendre. » Dehors, il vit des larmes jaillir de ses paupières, des larmes de dépit, de rage. « Est-ce que j'ai encore du sang sur la figure ? » Presque pas. Les gens vont se demander. Elle marchait plus vite, détournant la tête quand elle passait près d'un pêcheur à la ligne. Les 2 vaches avaient enfin franchi le pont et restaient hébétées devant la maison, comme si elles eussent hésité à entrer dans la cuisine dont la porte était ouverte. Au bout du chemin, Jean aperçut l'auto de sa sœur qui stationnait toujours. Billy était au volant. Sans doute avait-elle voulu savoir ce qui lui était arrivé. Ils avaient à peine pénétré dans la maison qu'elle mettait le moteur en marche et embrayait, faisait plusieurs manœuvres bruyantes pour virer dans le chemin étroit. « Il est venu quelqu'un ?» demanda Tati machinalement. Le parfum de Billy traînait encore dans la pièce. « Aide-moi à me coucher. Ça me tape de grands coups sous le crâne. Tu crois vraiment que je n'ai rien de cassé ? On peut appeler le docteur. » Qu'est-ce qu'il ferait le docteur ? Pousse-moi. Il me semble que je n'arriverai jamais en haut d'escalier. Je n'aurais pas cru qu'un idiot comme Eugène serait capable... La chambre à coucher sentait le fade. « Dégrafe ma robe. Dépêche-toi. » Il la déshabilla comme on dépouille un lapin. La soie noire collait à sa chair qui formait des bourrelets. Elle s'était mise à pleurer, doucement. « Tu es gentil, Jean. Attends, je me coucherai bien toute seule. Qui est-ce qui est venu ? » ?»« Ma sœur. » Qu'est-ce qu'elle voulait ? Et, soudain dressée sur son lit, « Tu ne vas pas partir au moins ? Elle n'est pas venue pour te chercher. » »« Restez tranquille. Attendez, il n'y a pas de désinfectant dans la maison ? Il doit y avoir de la teinture d'iode dans l'armoire. » C'était la première fois qu'il soignait quelqu'un. Il était étonné de se sentir léger, d'avoir l'œil à tout, des gestes précis. « Où vas-tu ? » ?»« Chercher de l'eau bouillie. »« Jure-moi que tu ne vas pas partir. »« Mais oui. »« Jure. » »« Je le jure. Tenez cette serviette sur votre tête pour ne pas tacher l'oreiller. » Il aurait souhaité que sa sœur revînt, qu'elle le vît aller et venir comme chez lui, ranimant le feu, puisant de l'eau au puits, la mettant à chauffer, ouvrant une armoire pleine de vieilles robes qui sentaient la naphtaline et y cherchant un petit flacon brun. De son lit, Tati guettait tous les bruits, et elle n'avait peur que d'un silence soudain. « Rentrez les vaches !»« Pas par là, grosse bête, on s'occupera de vous tout à l'heure. »
Est-ce qu'il saurait les traire? Il avait regardé faire le vieux, mais il n'avait jamais essayé. Quand il rentra dans la chambre, Tati l'enveloppa d'un regard reconnaissant, admiratif. « Qu'est-ce qu'il y a ?» questionna-t-il. « Rien. T'es amusant comme ça. On dirait que t'as fait l'infirmier toute ta vie. » Il avait décroché un tablier bleu derrière la porte de la cuisine. « Maintenant, essayez de vous tenir tranquille. Je crois que je vais vous faire un peu mal, mais c'est nécessaire. » Il n'y en a plus beaucoup, hein? Quoi? Des cheveux. Ça ne te dégoûte pas. T'as du sang plein ta chemise. Si vous ne restez pas tranquille, Bon, mais tu tires sur la peau. Il lui fit un pansement en forme de turban qui la changeait toute. Je me sens faible comme si... Que vas-tu manger, Jean? Les pommes de terre sont au feu. Tu n'as qu'à te couper une tranche de jambon. Tout à l'heure, je pourrais me lever. Baisse ce store, veux-tu? La lumière me fait mal aux yeux. Au vol, elle lui baisa furtivement le dos de la main. Il descendit, prit une assiette dans le placard. Et, quand il eut mangé, il alla se camper dans l'encadrement de la porte, une cigarette aux lèvres, les mains dans les poches. Les promeneurs du dimanche commençaient à envahir le chemin de halage où l'ombre des arbres était violette. Il faudrait peut-être que je lui monte une tasse de café, pensa-t-il. Il avait oublié ses terreurs de la nuit. Il était content.